J'ai sacrifié mes études pour financer l'école d'avocat de ma sœur, traitée de vache à lait par mon père. 5 ans après, alors qu'elle plaide, la juge m'a remarqué dans le public et m'a proposé de rejoindre son cabinet. Mes parents m'ont forcé à abandonner la faculté de droit et à enchaîner 3 emplois épuisants au SMIC, simplement pour payer les études prestigieuses de ma sœur, l'enfant prodige de la famille. Mon propre père m'a regardé droit dans les yeux, a bu une gorgée de son champagne millésimé et m'a dit que je n'étais rien d'autre qu'une vache à lait pour financer le génie de sa fille aînée. 5 ans plus tard, j'étais assise au tout dernier rang d'une salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris, vêtue d'un simple pull bleu marine. Regardant cette même sœur se lever dans son tailleur Chanel immaculé à 3 000 € pour plaider son tout premier procès d'entreprise valant plusieurs millions. Elle a ouvert la bouche pour prononcer sa déclaration liminaire, mais avant qu'un seul mot ne puisse sortir, la juge la plus redoutée du tribunal a suspendu l'audience, m'a pointé du doigt au dernier rang et a dit dans le microphone, « Mademoiselle Bertrand. Voulez-vous me rejoindre dans mon cabinet ?» Et à cette seconde précise, ma sœur arrogante, son mari avocat d'affaires et mes parents cruels ont complètement cessé de respirer. « Mademoiselle Bertrand, voulez-vous me rejoindre dans mon cabinet ?» L'honorable juge Valérie Rostand a prononcé ces mots exacts dans le microphone, brisant le silence total de la salle d'audience 302. Elle n'a pas regardé ma sœur, Chloé. Chloé se tenait rigide à la table des plaignants, les épaules en arrière, ses mains parfaitement manucurées posées sur le pupitre en acajou poli. Chloé avait passé toute sa vie privilégiée à se préparer pour ce moment précis. Elle avait exercé son ton autoritaire devant le miroir, perfectionné sa posture et invité toute notre famille pour la regarder prouver qu'elle était le prodige juridique brillant qu'ils avaient toujours prétendu qu'elle était. Mais la juge Rostand ne lui a même pas jeté un coup d'œil. La juge a regardé directement par-dessus la chevelure blonde parfaitement coiffée de Chloé, au-delà de la lourde barrière en bois qui sépare les riches avocats du grand public, et a verrouillé son regard entièrement sur moi. J'étais assise au tout dernier rang de la galerie publique. Je portais un simple col roulé bleu marine et un pantalon noir ajusté. Je n'étais pas avocate. Selon ma famille, j'étais un échec complet et absolu. J'étais celle qui avait abandonné la fac. J'étais une ancienne serveuse de brasserie. J'étais un fantôme qu'ils ne reconnaissaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour régler une facture massive ou porter le blâme pour un désagrément. Le silence qui a suivi la question de la juge n'était pas juste calme. C'était un vide lourd et suffocant qui semblait aspirer tout l'oxygène de l'immense salle. C'est un type de silence très spécifique et terrifiant lorsque l'ordre naturel d'une pièce est soudainement et violemment renversé. Mon père était assis 2 rangs devant moi dans la galerie. Il s'était penché en avant toute la matinée, rayonnant pratiquement de fierté pour son enfant chéri. Quand il a entendu la juge appeler mon nom de famille et l'a vu me regarder, il a tourné la tête vers moi si vite que j'ai cru que son cou allait se briser. Son visage s'est complètement affaissé. Le sourire suffisant et satisfait qu'il arborait depuis notre entrée au palais de justice a fondu pour laisser place à une expression de confusion pure et de panique totale. Juste à côté de lui était assis le mari de Chloé, Marc. Marc Sinclair était associé junior dans un cabinet d'avocats d'élite de la défense. C'était un avocat d'affaires brillant, férocement arrogant, qui avait passé les 3 dernières années à me traiter comme la domestique de la famille. Marc portait des costumes italiens sur mesure, se comportait comme s'il possédait chaque pièce dans laquelle il entrait, et ne manquait jamais une occasion de faire une blague subtile et cruelle sur mon absence de diplôme universitaire. Quand la juge Rostand m'a parlé directement, Marc a littéralement laissé tomber son stylo plume en or massif. Je l'ai vu glisser de ses doigts. Je l'ai entendu frapper le parquet ciré avec un claquement sec qui a résonné contre les hauts murs lambrissés. À la barre, Chloé avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir une gifle en plein visage. Sa bouche était légèrement ouverte. Ses mains agrippaient les bords du pupitre en bois si fort que ses jointures devenaient complètement blanches. Elle regardait la juge, puis la galerie, puis la juge à nouveau. Elle était totalement incapable de comprendre pourquoi la magistrate la plus crainte de tout le district interrompait son moment de triomphe pour parler à sa sœur ratée. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de voir une seule once d'émotion sur mon visage. J'ai simplement ramassé mon porte-document en cuir noir, je me suis levé du banc en bois dur et j'ai marché lentement vers l'allée centrale. Je suis passé devant mon père, dont la bouche était toujours ouverte de choc. Je suis passé devant Marc, qui me fixait comme si j'étais un fantôme matérialisé au milieu d'une journée ensoleillée. J'ai poussé la lourde barrière en bois qui sépare le public du parquet, je suis passé juste devant ma sœur tremblante et j'ai suivi l'huissier armé dans le cabinet privé du juge.
Mais pour comprendre exactement pourquoi un procès d'entreprise de 30 millions d'euros venait d'être brutalement arrêté pour une fille sans diplôme, et pour comprendre l'abattoir juridique absolu qui attendait ma sœur de l'autre côté de cette lourde porte en chêne, je dois vous ramener en arrière. Je dois vous ramener exactement 5 ans en arrière, au jour précis où j'ai cessé d'être une fille pour devenir officiellement un compte chèque. Il y a 5 ans, j'avais 20 ans. J'étais exactement à la moitié de ma licence de droit à l'université Panthéon-Assas. Je maintenais une moyenne parfaite, étudiant à la bibliothèque universitaire jusqu'à ce que mes yeux saignent, rêvant du jour où je traverserais enfin l'estrade pour remettre mon diplôme à mes parents. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'étais assez intelligente et si je ne causais jamais de problème, ils me regarderaient enfin exactement de la même manière qu'ils regardaient Chloé. C'était un mardi après-midi pluvieux quand je suis allé au service de la scolarité pour m'inscrire au semestre d'automne à venir. L'employé derrière l'épaisse vitre a tapé mon numéro d'étudiante dans son ordinateur, a froncé les sourcils et m'a tendu une feuille imprimée. C'était un avis formel de la banque. Le chèque de scolarité que mes parents avaient fait pour mon semestre avait été rejeté. Le compte avait été complètement clôturé sans aucun avertissement. J'ai pris le RER pour retourner chez mes parents à Neuilly-sur-Seine dans un état de panique silencieuse. Leur maison était une propriété massive et magnifique avec des pelouses vertes parfaitement entretenues. C'était le genre exact de maison qui projette une stabilité massive, de la richesse et du succès à tous les voisins environnants. J'ai franchi la lourde porte d'entrée en acajou et j'ai immédiatement entendu des rires forts et joyeux venant de la cuisine. Je suis entré dans la cuisine, tenant fermement le chèque rejeté dans ma main tremblante. Les comptoirs étaient en marbre italien importé. Le soleil radieux de l'après-midi entrait magnifiquement par les grandes baies vitrées. Mon père se tenait près de l'îlot central massif, faisant sauter le bouchon d'une bouteille de champagne très chère. Ma mère était appuyée contre le comptoir, faisant défiler sa tablette avec un sourire éclatant et sincère sur le visage. Chloé était assise sur un tabouret de bar en velours, frappant dans ses mains de pur plaisir. Chloé venait d'être acceptée dans un programme privé de préparation au barreau, une école d'élite astronomiquement chère au cœur de Paris. C'était une voie royale exclusive conçue pour faire entrer les étudiants riches dans les meilleurs cabinets, et les frais de scolarité coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnent en 2 années complètes de dur labeur. Je me suis avancé et j'ai posé le chèque rejeté sur l'îlot en marbre. Le papier fin a fait un son très doux, mais c'était suffisant pour arrêter complètement la célébration familiale. Mon père a regardé le chèque, puis m'a regardé, nullement dérangé par le fait que toute mon éducation venait d'être annulée. Il a calmement versé le champagne pétillant dans 3 flûtes en cristal. Il n'a pas versé un 4e verre pour moi. Nous avons réalloué le budget études, Manon, a dit ma mère. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son écran de tablette lumineux. Son ton était décontracté, léger et totalement méprisant. Exactement comme quelqu'un pourrait mentionner qu'il a décidé de changer de marque de lessive au supermarché. Le nouveau programme de Chloé est incroyablement exigeant. Elle doit vivre dans Paris intramuros, près du campus, dans un immeuble de luxe hautement sécurisé. Elle ne peut absolument pas être distraite par des prêts étudiants ou des petits boulots épuisants. Son esprit brillant doit être entièrement concentré sur l'étude du droit. Je restais là, sentant le sol se dérober entièrement sous mes pieds. Je leur ai demandé comment j'étais censé finir mon diplôme. Je leur ai rappelé que j'avais déjà fait 2 ans. Je leur ai rappelé que j'étais major de ma promotion. Je leur ai dit que j'avais juste besoin de l'argent de base pour la scolarité qu'ils m'avaient promis depuis que j'étais petite. Mon père a lentement pris sa flûte de champagne en cristal. Il a pris une gorgée lente et délibérée, laissant le silence s'étirer pour me faire sentir aussi petite que possible. Il m'a regardé avec des yeux aussi froids et inflexibles qu'un coffre-fort de banque. Il ne ressemblait pas à un père aimant regardant sa plus jeune enfant. Il ressemblait exactement à un investisseur impitoyable évaluant un actif défaillant et inutile. « Tu vas trouver un travail, Manon ?» a-t-il dit, sa voix complètement plate et dénuée de toute chaleur. « 3 travaux s'il le faut. Tu n'es que la vache à lait. Chloé est la vraie réussite ici. Elle a le pédigré. Elle a la présence. Elle a le talent naturel. Nous avons un capital limité dans cette famille et, en tant que famille, nous devons miser sur le cheval gagnant. C'est juste de l'économie simple. Ne sois pas égoïste et ne ramène pas tout à toi. » Il m'a ensuite calmement dit de monter et de faire mes valises. Il a dit que ma chambre était activement convertie en un bureau spacieux pour Chloé afin qu'elle ait un endroit calme et confortable pour étudier quand elle visitait le week-end. J'avais 20 ans.
J'avais fait tout ce qu'il fallait. Je n'avais jamais eu d'ennui. Je n'avais jamais demandé de vêtements de marque ou de vacances coûteuses. J'avais juste étudié en silence et essayé d'être une bonne fille. Et en un seul après-midi, j'ai été expulsé de ma propre vie et dépouillé de mon avenir juste parce que ma sœur avait besoin d'un tremplin plus cher pour nourrir son ego. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié ni jeté d'objets à travers la belle cuisine. Ma mère m'avait appris très tôt que montrer une émotion négative était une faiblesse massive qu'ils utiliseraient simplement contre moi pour prouver que j'étais instable. Je me suis retourné, j'ai monté lentement les escaliers recouverts de moquettes jusqu'à la chambre qui n'était plus légalement la mienne, et j'ai emballé tous mes vêtements dans 2 valises en toile bon marché. Je les ai descendus et j'ai quitté la maison avant même qu'ils n'aient fini de boire leur premier verre de champagne. Ce soir-là, j'ai emménagé dans un studio minuscule et mal isolé dans le quartier le moins cher de Saint-Denis. Le vieux radiateur en métal claquait bruyamment toute la nuit. L'unique fenêtre donnait sur un mur de briques sales, et le parquet bon marché se décollait dans les coins. C'était un retour à la réalité brutale, bien loin des pelouses entretenues et des comptoirs en marbre de mon enfance à Neuilly. Dès le lendemain matin, j'ai battu le pavé et commencé à chercher n'importe quel travail. J'ai pris un quart de travail matinal épuisant comme serveuse dans une brasserie animée et graisseuse, rentrant chaque après-midi sentant constamment le café brûlé et la javel. L'après-midi, je travaillais comme coursière juridique, courant pour livrer des assignations à travers la ville animée, me faisant claquer des portes lourdes directement au nez par des gens en colère. Et pour le quart de nuit épuisant, j'ai trouvé un travail abrutissant de saisie de données brutes pour un énorme cabinet d'avocats d'affaires au cœur de la défense. Je dormais peut-être 4 heures par nuit si j'avais de la chance. Mes mains étaient toujours calleuses et sèches. Mes pieds étaient toujours enflés et douloureux. Et mon compte bancaire était constamment vidé parce que mes parents n'ont jamais cessé de m'appeler. Chaque mois, exactement comme une horloge, ils exigeaient des contributions financières pour les habitudes de vie coûteuses de Chloé. Ils appelaient cela mon devoir familial obligatoire. Ils me répétaient sans cesse que puisque je n'allais clairement rien faire de moi-même, le strict minimum que je pouvais faire était de soutenir financièrement la sœur qui, elle, réussirait. Je suis devenu essentiellement un fantôme. J'ai disparu entièrement à l'arrière-plan de ma propre vie, épuisé, invisible, servant du café bon marché à des inconnus impolis et tapant des chiffres sans fin dans des tableurs interminables pendant que ma sœur achetait des sacs à main de créateurs coûteux avec l'argent pour lequel je saignais. Littéralement. Ils pensaient vraiment m'avoir brisé. Ils pensaient m'avoir assigné de façon permanente aux bases absolues de la chaîne alimentaire, me forçant à une vie de servitude silencieuse, mais ils n'avaient absolument aucune idée de ce que je faisais réellement pendant ces longues, calmes et solitaires nuits au cabinet d'avocats. Ils n'avaient aucune idée que pendant que je tapais silencieusement leurs données interminables, j'apprenais secrètement l'architecture numérique profonde et cachée de leurs mensonges. Et ils n'avaient absolument aucune idée que me forcer à arrêter la fac et me mettre dans cette salle de saisie de données spécifiques était l'erreur la plus lucrative et incroyablement destructrice qu'ils feraient jamais de toute leur vie. Pendant 2 années épuisantes, ma vie a été mesurée entièrement en heures au SMIC et en virements bancaires exigés. Je me réveillais à 4 heures du matin chaque jour dans mon appartement glacial de Saint-Denis. J'enfilais mon uniforme de serveuse en polyester rigide, attachais mes cheveux serrés en arrière, et passais 6 heures épuisantes à servir des œufs gras et à remplir des tasses sans fin de café noir bon marché pour des gens qui ne prenaient même pas la peine de me regarder dans les yeux. À midi, j'étais dans le métro ou le RER en direction de Paris, portant une sacoche en cuir épaisse pleine de documents juridiques lourds. Être huissier stagiaire ou coursier juridique est un travail brutal et ingrat. Vous passez vos après-midi à traquer des gens désespérés qui ne veulent pas être trouvés. Debout sous la pluie glaciale devant des immeubles haussmanniens de luxe, se faisant crier dessus par des cadres en colère quand vous leur remettez enfin leur convocation obligatoire au tribunal. Cela m'a immensément endurci. Cela m'a appris exactement comment lire les gens, comment anticiper leurs mensonges, et comment rester complètement inexpressif quand un homme adulte hurle des insultes directement à votre visage. Et chaque semaine, sans faute, mon téléphone sonnait. Ce n'était jamais mes parents appelant pour demander comment j'allais ou si je mangeais assez. C'était toujours ma mère ou mon père exigeant fermement mes salaires durement gagnés. Chloé avait besoin de 2000 € pour un cours de révision spécialisé. Chloé avait besoin de 1500 € pour partager le coût d'une location d'été de luxe à Deauville parce que le réseautage avec ses camarades de classe riches était absolument essentiel pour sa future carrière juridique. J'envoyais l'argent à chaque fois. Je ne discutais pas. Je ne me battais pas et ne suppliais pas pour qu'ils arrêtent.
Je faisais juste mes multiples services, déposais mes petits pourboires en espèces et transférais les fonds, construisant un dossier numérique silencieux et méticuleux de chaque euro qu'il drainait de mon compte bancaire. La véritable dynamique toxique de mon nouveau rôle dans la famille est devenue flagrante lors d'un dîner dominical obligatoire chez mes parents à Neuilly. Je venais de finir un double service brutal à la brasserie. J'étais morte de fatigue. Mes pieds palpitaient dans mes chaussures usées, et je sentais légèrement le liquide vaisselle industriel et la friture. Je suis entré dans la salle à manger formelle et j'ai vu un tout nouveau visage assis avec confiance à côté de ma sœur. Son nom était Marc Sinclair. Marc était un avocat associé junior très prospère dans un cabinet d'avocats d'affaires notoirement prestigieux à Paris. Il était impeccablement beau, parfaitement soigné, et irradiait le genre spécifique d'arrogance agressive qui vient du fait de ne s'être jamais fait dire non de toute sa vie adulte. Il portait un costume gris anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que ma voiture entière, une montre Rolex vintage en or, et un sourire tranchant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux froids et calculateurs. Quand je suis entré dans la salle à manger portant mon jean délavé et un pull bon marché, Marc m'a lentement regardé de haut en bas comme si j'étais un déchet qui avait été soufflé par la porte d'entrée. Il s'est penché confortablement en arrière dans sa chaise en velours, a fait tourner son vin rouge coûteux dans son verre, et a laissé échapper un petit rire doux et hautement condescendant. Alors, c'est la sœur légendaire qui est d'un peu partout en ville, a-t-il dit, sa voix grave dégoulinant d'une lourde condescendance. Comme c'est incroyablement pittoresque. Chloé a ri d'un son aigu, nerveux et impatient, clairement désespéré de lui plaire. Elle lui a rapidement tout raconté sur mon travail de serveuse au SMIC, omettant complètement le fait très pertinent que mon travail payait actuellement la robe en soie de créateur dans laquelle elle était assise. Plus tard dans la soirée, alors que les assiettes coûteuses étaient débarrassées par le traiteur privé que mes parents avaient engagé, ma mère m'a coincé dans le couloir sombre. Elle a tendu sa main parfaitement manucurée et m'a rappelé nonchalamment que Chloé avait besoin de ses fonds pour les manuels scolaires du semestre immédiatement. J'ai fouillé dans mon sac bon marché, sorti mon carnet de chèques très usé et rédigé un chèque de 2500 €. Je le lui ai remis dans un silence complet. Marc est sorti de la salle à manger à ce moment précis. Il a regardé le gros chèque reposant dans la main de ma mère, puis m'a regardé avec une expression de pur dégoût absolu. « Tu devrais vraiment faire attention à l'image que tu renvoies, Chloé », a lancé Marc, souriant ouvertement en ajustant lentement sa cravate en soie coûteuse. Mes parents ont réellement ri à haute voix de sa blague cruelle. Mon père a gloussé chaleureusement et a tapoté lourdement l'épaule de Marc, validant complètement l'insulte humiliante. Ce fut le moment exact où le tout dernier fil tenant ma loyauté familiale a complètement cassé en deux. Ils ne voulaient pas seulement prendre mon argent. Ils appréciaient activement mon humiliation publique. Cela validait leur récit tordu et réconfortant selon lequel j'étais intellectuellement et socialement inférieur. Je n'ai pas dit un seul mot en réponse à l'insulte. J'ai juste boutonné mon manteau d'hiver bon marché, je suis sorti directement par la lourde porte d'entrée et je me suis dirigé vers la station de métro pour mon quart de nuit. Je les ai laissés rire ensemble dans la maison chaude. Je les ai laissés croire aveuglément qu'ils étaient complètement intouchables. Le quart de nuit au grand cabinet d'avocats d'affaires était un monde complètement différent de la brasserie. De minuit à 8 heures du matin, la tour de verre imposante de la Défense était complètement vide, à l'exception des agents de sécurité armés, du personnel de nettoyage silencieux et d'une petite armée d'employés de saisie de données de bas niveau, exactement comme moi. Nous étions stationnés dans une pièce en sous-sol sans fenêtre remplie de serveurs bourdonnants et de piles imposantes de boîtes d'archives en carton. Notre travail était incroyablement fastidieux et physiquement épuisant. Nous devions scanner manuellement, catégoriser et saisir des centaines de milliers de pages de pièces juridiques brutes dans la base de données numériques massive utilisée par le cabinet. La plupart des autres employés tapaient simplement aveuglément les chiffres sur les pages, écoutant de la musique forte dans leurs écouteurs, complètement impatients d'en finir avec ce quart épuisant. Mais je ne tapais pas juste les chiffres. Je lisais chaque mot. Je lisais chaque contrat d'entreprise hautement confidentiel, chaque chaîne de mails interne citée à comparaître, et chaque divulgation financière délibérément cachée. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer naturellement des modèles complexes. J'ai commencé à comprendre profondément l'architecture numérique cachée des procès d'entreprise de plusieurs millions d'euros. J'ai rapidement réalisé que les avocats d'affaires très bien payés des étages supérieurs regardaient rarement les données brutes eux-mêmes. Ils regardaient simplement les résumés polis préparés par leurs associés juniors fatigués. Et précisément à cause de cette arrogance, il manquait des choses. Il manquait des détails cruciaux et accablants enfouis profondément dans les fichiers numériques denses.
Nous traitions actuellement des documents de découverte pour une affaire de fraude d'entreprise massive et très médiatisée. Le procureur principal chargé de l'affaire à l'étage était une associée senior nommée Valérie Rostand. Valérie Rostand était une légende vivante absolue dans le circuit juridique parisien. Elle était brillante, totalement impitoyable et complètement terrifiante pour chaque avocat de la défense de la ville. Elle était célèbre pour détruire complètement les dirigeants d'entreprises corrompus à la barre et pour ne jamais accepter un accord de plaidoyer faible. C'était un mardi matin calme à exactement 3 heures. La salle de données du sous-sol était glaciale et complètement silencieuse, à l'exception du cliquetis rythmé et régulier de mon clavier d'ordinateur. Je scannais un lot massif de feuilles de calcul financières complexes soumises par l'équipe de défense adverse. C'était littéralement des milliers de lignes de données répétitives et stupides conçues pour épuiser le lecteur. Mais mes yeux ont attrapé quelque chose d'incroyablement étrange sur l'écran. J'ai ouvert les propriétés numériques avancées du fichier Excel et j'ai regardé de près les métadonnées cachées. Les métadonnées sont l'empreinte numérique invisible laissée par chaque action entreprise sur un système informatique. Elles montrent clairement exactement quand un fichier a été créé à l'origine, exactement qui l'a créé, et la seconde précise où il a été modifié pour la dernière fois. L'équipe de défense riche affirmait officiellement qu'un contrat financier très contesté avait été signé et légalement finalisé 3 années complètes auparavant, bien avant que la fraude présumée de l'entreprise n'ait eu lieu. Mais la chaîne de métadonnées profondément enfouie sur la cellule D4, la cellule spécifique contenant la date critique du contrat, montrait un horodatage de modification datant de seulement 2 courtes semaines. C'était une preuve numérique massive. C'était une petite aiguille enfouie dans une botte de foin numérique massive que 10 associés juridiques formés dans les meilleures écoles et très bien payés à l'étage avaient complètement et totalement manqué. Je n'ai pas signalé ma découverte massive à mon superviseur immédiat du sous-sol. Je savais par expérience qu'il volerait simplement la découverte, prendrait tout le crédit et enterrerait définitivement mon nom. Au lieu de cela, j'ai imprimé la page exacte du journal du serveur de métadonnées. J'ai pris un post-it jaune vif, saisi mon stylo noir et écrit une seule phrase claire, regardez l'horodatage de modification sur la cellule D4, et comparez-le directement au journal interne du serveur. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage exécutif calme, je me suis glissé silencieusement devant le bureau de sécurité endormi et j'ai laissé le papier imprimé directement au centre du bureau massif en acajou de Valérie Rostand. La nuit suivante, je suis arrivé pour mon quart de minuit exactement à l'heure. J'ai passé mon badge de sécurité, je suis entré dans la salle de données glaciale du sous-sol et je me suis complètement figé sur place. Valérie Rostand était assise directement sur ma chaise pivotante en plastique bon marché. Elle portait un tailleur noir impeccable, tenait mon post-it jaune dans sa main et fixait intensément la porte du sous-sol. Quand elle m'a vu entrer dans la pièce portant mon pull surdimensionné et délavé et mes baskets en toile usée, elle s'est levée lentement. Elle ne m'a pas demandé où j'avais fait mes études. Elle ne m'a pas demandé mon CV professionnel ou mes antécédents. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé d'une voix terriblement calme, « Comment exactement avez-vous trouvé cette incohérence ?» Je n'ai pas bégayé. Je n'ai pas agi nerveusement ou intimidé par sa présence massive. Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai allumé mon écran d'ordinateur et j'ai calmement expliqué l'architecture numérique complexe du système de fichiers de l'entreprise. J'ai expliqué exactement comment l'équipe de défense arrogante avait intelligemment essayé de nettoyer le document visible, mais avait complètement oublié d'effacer l'historique du serveur sous-jacent en arrière-plan. Valérie Rostand a écouté toute mon explication technique dans un silence lourd et absolu. Quand j'ai finalement fini de parler, elle m'a regardé pendant un très long moment intense. Les néons agressifs bourdonnaient bruyamment au-dessus de nous dans le silence. Vous gâchez complètement votre vie assise dans ce sous-sol en tant qu'employé de saisie de données, a-t-elle finalement dit, sa voix tranchante et incroyablement commandante. Ces associés très bien payés des grandes écoles à l'étage passent 80 heures par semaine à lire la jurisprudence dense, mais ils ne savent pas comment regarder les os structurels réels d'un mensonge. J'ai besoin de toute urgence de quelqu'un qui voit la structure profonde de la tromperie. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend parfaitement la trace numérique. C'était la nuit exacte où toute ma vie a changé de trajectoire pour toujours. La juge la plus crainte du district est devenue discrètement mon mentor personnel. Elle n'a pas perdu de temps à m'apprendre à plaider fort devant un jury. Elle m'a appris quelque chose de bien plus précieux et dangereux. Elle m'a appris que le système juridique ne concerne pas réellement qui parle le plus fort ou qui porte le costume de créateur le plus cher. Il s'agit entièrement de qui contrôle silencieusement la trace papier sous-jacente. Elle m'a montré comment tracer légalement les actifs offshore cachés,
comment découvrir légalement les communications d'entreprises supprimées et comment armer entièrement les données numériques contre les menteurs arrogants. J'ai réalisé dans ce sous-sol que ma sœur Chloé dépensait actuellement des centaines de milliers de mes dollars durement gagnés pour apprendre à faire une performance théâtrale dans une salle d'audience. Mais j'apprenais comment mettre fin au procès entier avant même que le juge n'entre dans la pièce. Et j'ai décidé sur le champ dans le sous-sol glacial que je ne retournerai jamais dans une université traditionnelle. J'allais construire silencieusement quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et complètement dans l'ombre. Je ne suis pas retourné à la fac. Au lieu de payer des frais de scolarité exorbitants pour m'asseoir dans un amphithéâtre bondé et apprendre des théories juridiques obsolètes, j'ai pris un chemin complètement différent, entièrement dans l'ombre. J'ai dépensé chaque euro restant que je possédais pour des certifications avancées hautement spécialisées en criminalistique numérique. J'ai passé des mois interminables enfermé dans mon studio glacial de Saint-Denis, m'enseignant des techniques d'extraction de données hautement complexes, l'architecture de serveurs cryptés et l'analyse avancée des métadonnées. Valérie Rostand m'a discrètement présenté à un réseau hautement exclusif d'avocats d'élite qui se fichaient que j'ai un diplôme brillant ou non. Ils se souciaient seulement que je puisse trouver de manière fiable les balles numériques dont ils avaient désespérément besoin pour détruire complètement leurs riches adversaires au tribunal. Au moment où j'ai eu 24 ans, j'avais officiellement et très discrètement lancé mon propre cabinet de conseil privé nommé Bertrand Solutions Juridiques. Je n'étais pas une avocate agréée. J'étais l'arme secrète absolue que les avocats parisiens de premier plan embauchaient lorsqu'ils avaient besoin de découvrir un mensonge d'entreprise profondément enfoui. J'ai commencé à facturer agressivement 500 € de l'heure pour mes services spécialisés. Et en 6 mois, mon calendrier professionnel était complètement rempli par certains des cabinets d'avocats les plus puissants de tout le pays. Mais ma famille ne savait absolument rien de tout cela. J'ai délibérément choisi de garder mon succès massif complètement caché d'eux. J'ai continué à vivre dans le même studio courant d'air à Saint-Denis. J'ai continué à conduire ma vieille Honda déglinguée de 15 ans qui faisait toujours un bruit de grincement terrible quand je tournais le volant. J'ai même intentionnellement continué à prendre des cars occasionnels le week-end à la brasserie locale juste pour maintenir l'illusion absolument impeccable que j'étais toujours une travailleuse au SMIC en grande difficulté. Je savais exactement comment mes parents fonctionnaient. S'ils découvraient un jour que je gagnais soudainement un revenu massif à 7 chiffres, ils changeraient instantanément et complètement leur récit. Ils exigeraient soudainement que je finance leur style de vie somptueux. Et ils utiliseraient brutalement leur autorité parentale pour essayer de vider légalement mes nouveaux comptes d'entreprise. Alors, je suis resté un fantôme. Je les ai laissés croire aveuglément que j'étais l'échec monumental absolu de la famille Bertrand. La toute première fois que j'ai finalement tracé une limite dure et inflexible avec ma famille titrée était exactement 3 mois avant que Chloé ne soit programmée pour épouser Marc. C'était un mardi après-midi typique. J'étais en fait assise derrière le lourd bureau en acajou de mon tout nouveau bureau privé à Paris, dans le quartier de l'Opéra, examinant soigneusement un accord de non-divulgation très lucratif pour un nouveau client d'entreprise. Mon téléphone portable bon marché a soudainement vibré sur le bureau. J'ai baissé les yeux et vu le nom de ma mère clignoter sur l'écran fissuré. J'ai répondu au téléphone et l'ai porté à mon oreille. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais, si j'étais en bonne santé ou si je mangeais correctement. Elle s'est immédiatement lancée dans une tirade frénétique et très exigeante sur les roses blanches importées et les centres de table de luxe. Elle m'a dit avec force que le budget du mariage avait dépassé les prévisions de façon inattendue, et elle avait besoin d'urgence que je fasse un virement d'exactement 15 000 € à l'organisateur de l'événement pour couvrir les arrangements floraux restants. Elle a explicitement déclaré que Marc et sa famille très prospère s'attendaient à un certain standard élevé de luxe. Et elle a dit que notre famille ne pouvait absolument pas se permettre de paraître radine et inculturée devant ses riches parents. Je me suis penché lentement en arrière dans ma chaise de bureau en cuir coûteuse. J'ai regardé directement mon compte bancaire professionnel sécurisé affiché sur mon écran d'ordinateur lumineux, qui contenait actuellement plus de 2 millions € d'actifs liquides facilement accessibles. J'ai pris une très lente et profonde inspiration, et j'ai prononcé un seul mot calme dans le téléphone. Non. La ligne est devenue complètement morte et silencieuse. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais réellement entendre ma mère respirer lourdement à travers le récepteur. « Pardon » a-t-elle finalement sifflé, sa voix tombant dans un murmure dangereux et hautement venimeux. « Tu dois cet argent à ta sœur, Manon. Tu as complètement abandonné l'école et ruiné ta vie alors qu'elle a réellement réussi et assuré une carrière juridique brillante. Fais ta part obligatoire pour cette famille et transfère les fonds immédiatement. » Je n'ai pas élevé la voix.
Je ne semblais pas en colère ou amer. J'ai juste gardé ma voix parfaitement plate et professionnelle. Mon compte bancaire n'est plus ouvert pour vos retraits personnels, ai-je répondu calmement. Toi et papa devrez trouver comment payer les fleurs importées vous-même. Et puis j'ai simplement raccroché le téléphone. Exactement 1 heure plus tard, mon téléphone personnel a vibré à nouveau. C'était un SMS dur de mon père. Il disait, « Tu es une déception profondément égoïste et totalement inutile pour toute cette famille. Ne prends même pas la peine de montrer ton visage au mariage si tu ne peux pas soutenir financièrement ta propre sœur. » Mais je suis allé au mariage quand même. J'y suis allé parce que je voulais spécifiquement m'asseoir dans la salle et voir exactement qui était vraiment ma famille quand l'argent gratuit cessait enfin de couler dans leurs poches. Le mariage Sinclair-Bertrand était un spectacle théâtral massif de 150 000 € tenu à l'hôtel de Crillon, un lieu emblématique au cœur de Paris. Je n'ai pas acheté de nouvelles tenues. Je portais une robe noire très simple et modeste que j'avais achetée en solde il y a 3 ans. Quand je suis entré dans la grande salle de bal massive, j'ai été immédiatement frappé par l'odeur écrasante, presque suffocante, de milliers de roses blanches importées. Les lustres en cristal scintillaient vivement au-dessus de nos têtes. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique douce dans le coin, et des serveurs en smoking blanc impeccable se promenaient en portant des plateaux d'argent de champagne coûteux. Je me suis dirigé vers l'élégant plan de table en argent affiché près de la grande entrée pour trouver ma table assignée. J'ai scanné lentement les noms. Je n'étais évidemment pas assise à la table familiale principale surélevée avec mes parents fiers, la mariée rayonnante et la riche famille de Marc. Je n'étais même pas assise avec les parents éloignés ou les amis de la famille occasionnelle. J'étais assigné à la table 14. J'ai marché lentement à travers la salle de bal massive pour trouver la table 14. Elle était complètement cachée derrière un pilier structurel en marbre massif directement à côté des portes battantes bruyantes de la cuisine. C'était la table désignée des prestataires. Mes parents m'avaient intentionnellement assise à côté du photographe de mariage suppléant fatigué et de la jeune fille du vestiaire. C'était une insulte publique hautement délibérée et calculée conçue pour m'humilier complètement et me rappeler ma place exacte et inférieure dans leur hiérarchie sociale. J'ai calmement tiré ma chaise, je me suis assise derrière le pilier en marbre massif et j'ai demandé au serveur qui passait un verre d'eau du robinet simple. Pendant le dîner coûteux de 5 plats, Marc s'est finalement levé de la table principale et a pris le microphone avec confiance pour prononcer son discours de mariée. Il avait l'air dévastateur et incroyablement puissant dans son smoking de créateur sur mesure. La salle de bal entière est devenue complètement silencieuse alors qu'il parlait. Il a loué Chloé lourdement pour son intelligence pure, sa récente obtention difficile du diplôme de droit et son talent naturel indéniable. Il a fièrement annoncé à toute la salle riche qu'elle rejoindrait officiellement son cabinet d'avocat d'affaires très prestigieux en tant qu'associé de première année. La foule riche a applaudi bruyamment. Puis Marc a lentement abaissé légèrement le microphone, a laissé un sourire cruel et arrogant se répandre sur son beau visage, et a regardé directement à travers la salle de bal massive vers ma table cachée derrière le pilier. Il a parlé doucement dans le microphone et a dit, « Chloé a atteint tout ce succès massif grâce à son intellect pur et son pédigré élevé. Contrairement à certaines personnes dans cette famille qui choisissent activement la voie de la moindre résistance et se contentent confortablement d'une médiocrité absolue. » Mon père a réellement hoché la tête en signe d'accord enthousiaste pour que tous les invités riches le voient. Chloé a laissé échapper un rire délicat et a joué à frapper son nouveau mari sur le bras. Je suis restée assise là, parfaitement immobile dans l'ombre sombre du pilier, sirotant lentement mon eau glacée bon marché pendant qu'il se moquait publiquement de toute mon existence. Soudain, mon téléphone portable bon marché a vibré lourdement à l'intérieur de mon sac usé. Je l'ai sorti sous la table et j'ai regardé l'écran lumineux. C'était un email urgent et hautement confidentiel du Conseil exécutif supérieur d'un conglomérat technologique mondial massif basé en Californie. L'email confirmait officiellement que Bertrand Solutions Juridiques venait d'être officiellement retenu comme consultant principal en découverte numérique sur une affaire d'espionnage d'entreprise très complexe et férocement contestée de 50 millions d'euros. Les frais de provision initiaux requis qui venaient d'être virés directement sur mon compte d'entreprise pour cette seule affaire étaient significativement plus importants que le coût astronomique entier du mariage extravagant qui se déroulait tout autour de moi. J'ai lentement verrouillé l'écran de mon téléphone, je l'ai remis dans mon sac bon marché, j'ai regardé directement Marc, se tenant avec arrogance sur la scène brillamment éclairée, j'ai souri très doucement pour moi-même dans le noir et j'ai pris une autre gorgée lente de mon eau. Je savais avec une certitude absolue que leurs égos massifs et fragiles étaient entièrement construits sur une fondation de mensonges. Et je savais exactement comment démanteler un mensonge.
Avance rapide jusqu'à exactement 2 semaines avant les événements désastreux dans la salle d'audience. J'avais maintenant 27 ans. Mon cabinet de conseil privé, Bertrand Solutions Juridiques, s'était discrètement étendu d'un seul ordinateur portable bon marché dans mon appartement courant d'air à Saint-Denis à un étage entier en verre élégant dans une tour d'entreprise hautement sécurisée à La Défense. Je possédais complètement l'entreprise. J'employais 2 douzaines d'analystes médico-légaux numériques hautement spécialisés, et ma valeur nette personnelle avait discrètement dépassé les 8 chiffres. Je ne conduisais plus la Honda déglinguée, mais je la gardais garée dans un garage loué spécifiquement pour conduire chez mes parents à Neuilly. Je maintenais l'illusion impeccable soigneusement construite de mon échec absolu parce que c'était la forteresse incroyablement sûre qui protégeait complètement ma paix et ma richesse. Ma mère avait agressivement exigé ma présence obligatoire à un dîner de famille le dimanche. Elle m'avait envoyé un SMS hautement condescendant indiquant que Chloé avait des nouvelles incroyablement massives à partager et que je devais me montrer pour soutenir correctement ma sœur qui réussissait. J'ai conduit la vieille Honda bruyante jusqu'à l'allée familière, je me suis garé loin de marquer de sa voiture de sport importée flambant neuve incroyablement chère et j'ai monté les marches avant. Quand je suis entré dans la salle à manger formelle, l'air lourd sentait richement l'agneau rôti coûteux, l'ail et le vin rouge lourd importé. La table massive en acajou était dressée avec la porcelaine fine de la famille et l'argenterie polie lourde. Chloé était assise à la tête absolue de la table, tenant complètement la cour comme une reine régnante. Elle portait un pull en cachemire immaculé et tenait un verre de vin en cristal. Marc était assis directement à côté d'elle, l'air incroyablement suffisant et profondément satisfait. Mon père découpait le rôti coûteux, rayonnant d'une fierté absolue sans filtre. Chloé s'était finalement vue confier sa toute première affaire solo majeure au cabinet prestigieux de Marc. C'était un litige contractuel immobilier commercial très complexe de plusieurs millions d'euros, et elle représentait le plaignant incroyablement riche. J'ai pris calmement mon siège assigné à l'extrémité très éloignée de la longue table, juste à côté de la porte de la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau du robinet et j'ai simplement écouté parler. Elle n'arrêtait pas de se vanter agressivement. Le conseil juridique adverse est complètement et totalement terrifié par moi, se vantait Chloé bruyamment, agitant nonchalamment sa lourde fourchette en argent en l'air pour souligner son importance massive. C'est juste un petit cabinet boutique pathétique. Je vais absolument les écraser dans la phase initiale de communication des pièces. Les associés seniors de mon cabinet sont déjà incroyablement impressionnés par ma stratégie juridique agressive. Marc a même dit, mes dépôts de documents préliminaires étaient complètement impeccables. Marc a pris une gorgée lente de son vin coûteux, a souri fièrement à sa femme et a hoché la tête en signe d'accord profond. Elle a un instinct de tueuse naturelle dans la salle d'audience, a dit Marc, regardant directement mon père pour une validation absolue. Elle a complètement coincé l'équipe de défense avec ses soumissions de preuves initiales. Ça va être un massacre juridique total, massif et très médiatisé. Notre cabinet va faire une fortune absolue sur le règlement final. Mon père a levé son verre en cristal dans un toast fier. À ma fille brillante et magnifique, a-t-il dit chaleureusement. Le cheval gagnant absolu de cette famille. J'ai toujours su que tu étais destinée à une grandeur absolue, Chloé. Tu as le pédigré exact et parfait. Chloé rayonnait pratiquement sous leur lourde pluie d'éloges sans fin. Elle a pris une gorgée délicate de son vin, a posé le verre, puis a regardé tout le long de la longue table directement vers moi. Son sourire chaleureux a instantanément disparu, remplacé par un sourire froid et hautement calculateur. Elle a regardé mon simple pull et a laissé échapper un soupir doux et condescendant. Manon, puisque tu as complètement ruiné le budget floral à mon beau mariage il y a 3 ans, et profondément embarrassé toute cette famille, j'ai décidé de te laisser te rattraper, a dit Chloé nonchalamment, comme si elle me faisait une faveur personnelle massive. J'ai besoin d'une toute nouvelle tenue de victoire pour le jour d'ouverture de mon procès massif. J'ai vu un tailleur Chanel blanc magnifique, parfaitement ajusté hier. Il ne coûte que 3 000 €. Je m'attends à ce que tu prennes des quarts de nuit supplémentaires dans n'importe quelle brasserie triste où tu travailles actuellement et que tu me l'achètes d'ici vendredi prochain. Considère cela comme un investissement obligatoire dans l'avenir de ta sœur très prospère. Je n'ai pas réagi à sa demande financière massive. Je n'ai pas cligné des yeux et je n'ai pas montré une seule once de colère. J'ai juste calmement ramassé mon verre d'eau simple, pris une gorgée très lente et lui ai posé une question simple et complètement neutre. Qui est exactement le cabinet d'avocats adverse que tu combats, Chloé, ai-je demandé doucement. Chloé a roulé des yeux lourdement, clairement profondément ennuyée qu'une humble serveuse ose lui poser des questions sur des affaires juridiques d'entreprise complexes.
C'est un petit cabinet appelé Harrison et Vasseur, a-t-elle dit avec grand mépris. Pas que tu saches qui ils sont. Ils ne donnent pas exactement de pourboire au personnel dans les brasseries bon marché. J'ai complètement cessé de respirer pendant une fraction de seconde. J'ai gardé mon visage totalement inexpressif. Mais dans mon esprit, une alarme massive a commencé à sonner bruyamment. Harrison et Vasseur. Ce n'était pas un petit cabinet boutique pathétique. C'était l'un des cabinets de défense d'entreprise les plus incroyablement impitoyables et hautement spécialisés de toute la région parisienne. Plus important encore, ils étaient actuellement mon plus gros client d'entreprise. En fait, j'étais la stratège en criminalistique numérique désignée sur cette exacte affaire immobilière commerciale. J'avais passé les 4 dernières semaines à démonter méticuleusement chaque pièce de preuve numérique que Chloé et son équipe juridique arrogante avaient fièrement soumise au tribunal. Et parce que j'avais personnellement lu les fichiers bruts hautement cryptés, je connaissais un secret massif et incroyablement dangereux que ma sœur brillante issue des grandes écoles ne connaissait pas. Je savais que son riche client promoteur immobilier mentait complètement. Son client avait délibérément falsifié une chaîne massive de mails d'entreprises internes pour faire croire que la société adverse avait officiellement rompu le contrat de plusieurs millions d'euros. Chloé avait avidement pris les emails imprimés directement de son client menteur et les avait officiellement déposés dans le dossier permanent du tribunal comme pièce C. Elle était complètement désespérée pour une victoire juridique rapide et glamour pour impressionner Marc et les associés seniors. À cause de son arrogance massive et de son manque total d'expérience technique réelle, elle n'avait pas pris la peine d'engager un expert légiste pour effectuer un audit de métadonnées de routine de base sur les fichiers électroniques avant de les soumettre au juge terrifiant. Si elle entrait dans cette salle d'audience et présentait formellement ces documents fabriqués, elle commettrait officiellement un faux et usage de faux par procuration. Elle serait instantanément sanctionnée, complètement humiliée publiquement, et elle pourrait très facilement perdre sa licence juridique prestigieuse pour toujours. J'étais assise au bout de la longue table en acajou, regardant ma sœur rire bruyamment avec son mari riche. J'avais un choix moral massif et transformateur à faire. Je pouvais juste rester assise là dans un silence total, boire mon eau du robinet et la laisser marcher aveuglément directement dans un abattoir juridique absolu de sa propre fabrication. Ou je pouvais choisir d'être la grande sœur aimante et protectrice que cette famille cruelle n'avait jamais mérité une seule fois. J'ai décidé sur le champ de leur donner une dernière chance indéniable. Je leur offrirais la vérité complète. S'ils choisissaient de la rejeter, leur sang serait entièrement sur leurs propres mains. Dès le lendemain matin, à exactement 7 heures, j'ai conduit la Honda bruyante chez mes parents à Neuilly. L'air du matin était vif et incroyablement froid. J'ai remonté la longue allée en pierre et j'ai trouvé mon père assis confortablement sur le grand Porsche. Il portait un peignoir en cachemire coûteux, buvait une tasse d'expresso fraîchement préparée et lisait lentement l'édition du matin des Échos. Quand il a entendu mes pas sur les escaliers en bois du Porsche, il a baissé son journal et m'a foudroyé du regard avec un profond agacement immédiat. « Que fais-tu ici si tôt, Manon » a-t-il aboyé durement. « Je t'ai dit de ne pas revenir dans cette maison à moins d'avoir le chèque de 3 000 € pour le tailleur de Victoire de ta sœur. » Je me suis arrêté en haut des escaliers en bois. Je ne me suis pas approché de lui. « Papa » ai-je dit, gardant ma voix incroyablement égale, sérieuse et totalement dénuée de toute émotion. « Tu dois appeler Chloé immédiatement. Tu dois lui dire de retirer complètement la pièce C de ses dépôts au tribunal tout de suite. » Mon père a lentement plié son grand journal et l'a placé sur la petite table en verre. Il m'a regardé avec un mélange écœurant de pitié profonde et de dégoût total absolu. « De quoi diable baragouines-tu » a-t-il demandé, sa voix dégoulinant d'une lourde condescendance. « Dis-lui de revérifier les horodatages numériques des emails sur les fichiers soumis, ai-je dit fermement, ignorant complètement son ton cruel. Les journaux bruts du serveur ne correspondent absolument pas aux dates imprimées sur le papier physique. Son riche client a totalement fabriqué ses emails d'entreprise après le début du litige. Si elle se lève au tribunal et soumet ce faux document dans le dossier officiel, elle commet un parjure par procuration. Elle sera lourdement sanctionnée par le juge et elle perdra toute sa carrière juridique avant même qu'elle ne commence. Mon père s'est approché encore plus de moi, son visage devenant d'une teinte violette profonde et colérique. Il m'a regardé avec une haine pure et absolue. « Es-tu vraiment si profondément, pathétiquement jalouse de ta sœur qui réussit que tu te tiens sur mon Porsche en inventant de faux mots techniques juste pour essayer de saboter délibérément sa toute première grande affaire ?» Il a crié, sa voix résonnant bruyamment dans l'air froid du matin. « Tu es une honte absolue pour le nom Bertrand. Tu n'as pas pu réussir dans une vraie université, alors tu as abandonné et es devenu un échec total,
et maintenant tu essaies de traîner Chloé à ton niveau misérable et pathétique. Il a pointé son doigt directement vers la longue allée en pierre. Sors de ma propriété à cette seconde précise, a-t-il ordonné férocement. Et n'ose jamais montrer ton visage amer et jaloux à son procès la semaine prochaine, à moins que tu ne tiennes un chèque certifié pour payer son tailleur. Je suis resté parfaitement immobile sur le porche en bois pour un dernier moment. J'ai regardé profondément dans ses yeux en colère et arrogant. J'ai réalisé à cette seconde précise qu'il ne préférait pas seulement Chloé à moi. Il avait activement, désespérément besoin que je sois un échec complet pour que toute sa vision du monde tordu ait un sens logique. Si j'avais raison et que Chloé avait tort, toute sa réalité soigneusement construite s'effondrerait complètement. Je ne me suis plus disputé avec lui. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai juste hoché la tête une fois, avalé complètement le tout dernier lambeau d'empathie et d'amour familial qu'il me restait, et je lui ai tourné le dos pour toujours. J'ai descendu lentement le long chemin de pierre, je suis monté dans ma vieille voiture et je me suis éloigné de la propriété massive. J'avais officiellement délivré l'avertissement crucial. Il l'avait complètement rejeté. Le piège en acier massif était maintenant armé de façon permanente, verrouillé et entièrement chargé. Je n'avais plus qu'à attendre exactement 2 semaines pour le regarder se refermer brutalement. Ce qui nous ramène directement au moment présent terrifiant à l'intérieur du cabinet privé hautement sécurisé de la juge Valérie Rostand. La lourde porte en chêne s'est refermée complètement derrière moi, étouffant instantanément les murmures forts et choqués de la salle d'audience bondée à l'extérieur. Le bureau privé de la juge était complètement calme, sentant légèrement les vieux livres de droit reliés en cuir et le café noir fraîchement préparé. La juge Rostand a lentement enlevé sa lourde robe noire de magistrat, l'a drapée soigneusement sur le dossier de sa chaise en cuir coûteuse et s'est dirigée vers une petite cafetière en argent posée sur une table d'appoint en bois poli. Elle a versé 2 tasses de café noir fumant et m'en a tendu une silencieusement. Elle ne m'a pas regardé comme ma famille arrogante me regardait. Elle ne voyait pas une décrocheuse ou une serveuse de brasserie pathétique. Elle me regardait avec un profond respect professionnel. Exactement comme un vétéran chevronné regarde un père d'élite incroyablement qualifié. « Vous avez l'air très bien, Manon », a-t-elle dit calmement, s'appuyant confortablement contre le bord de son bureau massif en acajou et prenant une gorgée lente de son café chaud. « Vous avez l'air incroyablement intimidante aujourd'hui, votre honneur », ai-je répondu doucement, prenant une gorgée de ma propre tasse et soutenant son regard stable. La juge Rostand a laissé échapper un soupir très doux et fatigué et a lentement ramassé un dossier cartonné massif et épais sur son bureau parfaitement organisé. C'était tout le dossier d'entreprise de ma sœur. Le prestigieux cabinet de défense Harrison et Vasseur a formellement soumis votre rapport d'audit forensique privé à mon tribunal ce matin sous scellé juridique strict, a-t-elle dit, tapotant son doigt manucuré directement sur l'épaisse pile de papier. Votre analyse numérique est complètement imparable, comme elle l'est toujours. Le riche client immobilier de votre sœur a totalement fabriqué les emails d'entreprise interne pour dissimuler une rupture de contrat financière massive. Et votre sœur incroyablement impatiente et hautement inexpérimentée a aveuglément déposé ces faux documents directement dans le dossier permanent du tribunal sans effectuer un seul audit de métadonnées numériques de base. Elle était incroyablement désespérée pour une victoire juridique rapide et glamour pour impressionner son nouveau mari riche et ses associés seniors. J'ai essayé de l'avertir, votre honneur, ai-je dit d'un ton neutre, ne ressentant absolument aucune sympathie pour le naufrage juridique dévastateur qui se trouvait actuellement dans la salle d'audience. Elle a été incroyablement négligente professionnellement. La juge Rostand m'a corrigé sèchement, ses yeux se plissant avec une fureur judiciaire absolue. Je vais devoir la sanctionner lourdement, Manon. Je suis légalement obligé de référer formellement ces actions hautement imprudentes directement au Conseil de l'ordre pour un examen complet et massif. Elle a commis un usage de faux parce qu'elle voulait jouer à la poupée dans un tribunal au lieu de faire le travail d'enquête épuisant et ennuyeux. Je vous ai seulement appelé dans mon cabinet privé parce que j'ai vu le nom de famille Bertrand sur le dossier officiel. Je vous ai vu assise tranquillement au fond de ma galerie publique et j'ai rapidement assemblé les pièces évidentes du puzzle. Je voulais vous donner un avertissement professionnel personnel avant de retourner là-bas et de détruire complètement toute sa carrière juridique sur le dossier public permanent. J'ai regardé la femme brillante et terrifiante qui m'avait généreusement appris à voir clairement les os numériques profondément cachés d'un mensonge d'entreprise il y a 5 ans dans un sous-sol glacial. Faites votre pire, votre honneur, lui ai-je dit calmement, posant ma tasse de café sur le bureau en bois. J'ai fait mon devoir familial obligatoire. J'ai spécifiquement essayé de les avertir il y a 2 semaines, mais mon père m'a explicitement dit de ne pas faire la leçon à une vraie avocate.
Je suis juste ici aujourd'hui pour regarder tranquillement l'arithmétique inflexible du karma équilibrer enfin sa dette massive. Je me suis retourné, j'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis retourné directement dans la salle d'audience tendue et complètement silencieuse. L'air lourd dans la salle massive était épais d'une anticipation nerveuse extrême. Chaque œil dans la galerie bondée a suivi lourdement chacun de mes mouvements alors que je marchais lentement dans l'allée centrale et reprenais calmement ma place au tout dernier rang. Ma famille me fixait avec une intensité brûlante. Mon père avait l'air complètement livide, son visage rouge d'une rage à peine réprimée que j'interrompe d'une manière ou d'une autre le moment massif de son enfant chéri. Marc semblait visiblement profondément perturbé, sa posture arrogante vacillant légèrement alors qu'il échouait complètement à comprendre pourquoi une puissante juge fédérale fraternisait en privé avec sa belle-sœur fauchée et sans instruction. Chloé agrippait juste nerveusement son pupitre en bois, respirant lourdement, complètement désespérée que cette interruption confuse se termine pour qu'elle puisse enfin prononcer sa déclaration liminaire hautement répétée et théâtrale. Exactement une minute plus tard, la lourde porte en bois derrière le banc du juge s'est ouverte avec force. La juge Rostand a émergé, complètement enveloppée dans sa robe noire flottante, projetant la force terrifiante absolue d'un orage massif imminent. Tout le monde dans la salle d'audience bondée s'est précipité pour se lever dans un respect total absolu. La juge Rostand a pris son siège surélevé, a ramassé son maillet lourd et l'a frappé une fois avec un craquement assourdissant qui a complètement réduit au silence la pièce entière. « Asseyez-vous immédiatement, maître », a aboyé la juge Rostand avec force dans son microphone avant que Chloé ne puisse même ouvrir la bouche pour dire un seul mot. Mademoiselle Bertrand, avant que vous ne tentiez de lire votre déclaration liminaire à ce tribunal, j'attire votre attention immédiate sur le dépôt juridique supplémentaire hautement urgent de l'équipe de défense. Spécifiquement l'audit numérique forensique complet de votre pièce s'est fièrement soumise. Chloé semblait complètement figée et incroyablement confuse. Elle a nerveusement mélangé la pile épaisse de notes en papier coûteux sur son pupitre en acajou poli. À la table de la défense adverse, l'avocat principal hautement expérimenté de Harrison et Vasseur s'est levé avec confiance et a boutonné sa veste de costume sur mesure coûteuse. « Votre honneur », a dit l'avocat de la défense d'une voix forte, incroyablement claire et commandante. La défense a absolument et définitivement prouvé que les emails d'entreprises cruciaux du plaignant ont été entièrement fabriqués après le litige. Les métadonnées de serveurs profondément cachés montrent clairement que les documents numériques ont été malicieusement fabriqués il y a exactement 3 semaines. Nous demandons formellement le rejet total immédiat de cette poursuite frauduleuse. Et nous demandons des sanctions professionnelles incroyablement lourdes contre tout le conseil juridique du plaignant pour avoir activement soumis des preuves falsifiées devant un tribunal. Chloé a complètement paniqué. Toute sa formation juridique d'élite coûteuse s'est instantanément évaporée. Elle a agrippé le lourd pupitre en bois et s'est penchée agressivement vers son microphone. « C'est absolument impossible, votre honneur », a-t-elle pratiquement crié, sa voix se brisant de terreur pure et absolue. Nous avons complètement vérifié ces documents avec notre riche client. Ils sont totalement authentiques. Vous n'avez absolument rien vérifié, maître. La voix massive de la juge Rostand a retenti dans les haut-parleurs de la salle d'audience, résonnant bruyamment contre les hauts murs comme des coups physiques. Les métadonnées du serveur numérique montrent clairement et indéniablement que les documents ont été malicieusement créés sur un disque dur local il y a exactement 21 jours. N'avez-vous pas pris la peine d'engager formellement un expert légiste numérique certifié pour authentifier vos preuves avant de traîner aveuglément une société de plusieurs millions d'euros dans ma salle d'audience ? Marc a soudainement bondi de son siège dans la galerie publique, abandonnant complètement tout décorum standard du tribunal dans une tentative désespérée et frénétique de sauver publiquement la réputation incroyablement précieuse de son cabinet d'avocats prestigieux. Votre honneur, mon cabinet d'avocats incroyablement prestigieux soutient complètement notre associé hautement qualifié, a crié Marc bruyamment à travers la grande pièce. Asseyez-vous et fermez votre bouche immédiatement, maître Sinclair, a claqué agressivement la juge Rostand, pointant un doigt tranchant et terrifiant directement vers son visage incroyablement arrogant. Vous n'êtes absolument pas au dossier officiel dans cette salle d'audience. Et si vous dites un seul mot de plus, je ferai appel à l'huissier pour vous mettre en outrage direct au tribunal et vous placer en cellule de détention. Marc est retombé instantanément sur son siège en bois dur, son visage sombre devenant d'une teinte grisâtre maladive, complètement émasculé et totalement réduit au silence devant une foule massive de ses pairs juridiques d'élite. Mademoiselle Bertrand, a continué la juge Rostand, tournant son regard furieux et inflexible directement vers ma sœur tremblante et hyperventilant. Votre échec total à effectuer même la diligence raisonnable standard la plus basique est un embarras monumental absolu pour tout ce tribunal. Vous avez officiellement commis un usage de faux.
Cette affaire commerciale frauduleuse entière est immédiatement rejetée avec un préjudice juridique extrême. Une audience de sanction obligatoire formelle contre vous et tout votre cabinet d'avocats est officiellement fixée pour vendredi matin prochain. L'audience est levée. La juge Rostand a frappé son lourd maillet en bois une dernière fois dévastatrice, détruisant complètement toute la carrière juridique très coûteuse de ma sœur en moins de 4 minutes au total. Le couloir animé à l'extérieur de la salle 302 ressemblait exactement à la scène chaotique et sanglante d'un carambolage massif sur l'autoroute. Chloé était appuyée lourdement contre le mur de marbre froid, sanglotant complètement hystériquement, son tailleur Chanel blanc coûteux totalement ruiné par son maquillage qui coulait. Marc faisait les 100 pas agressivement sur le sol en marbre poli, composant désespérément sur son téléphone portable coûteux, essayant frénétiquement de joindre ses associés directeurs furieux pour se distancier agressivement de l'échec juridique massif et public de sa propre femme. Mes parents avaient l'air d'avoir pris instantanément 10 ans incroyablement durs. Quand j'ai marché calmement à travers les lourdes doubles portes en verre de la salle d'audience et suis sorti dans le couloir bruyant et chaotique, mon père m'a instantanément repéré. Il a complètement ignoré son enfant chéri dévasté et sanglotante et a marché avec colère directement vers moi, son visage d'une teinte violette terrifiante. Quel mensonge venimeux exact as-tu malicieusement chuchoté à cette juge dans son cabinet privé, a-t-il crié bruyamment, pointant un doigt tremblant et furieux directement à un pouce de mon visage. As-tu délibérément empoisonné son esprit contre ta sœur incroyablement brillante? Tu es une petite serveuse vindicative, profondément jalouse et incroyablement pathétique qui vient de ruiner le succès massif de sa propre famille. Avant qu'il ne puisse même finir sa diatribe hurlante incroyablement toxique et hautement délirante, les portes lourdes de la salle d'audience se sont ouvertes à nouveau. L'avocat de la défense d'entreprise très prospère de Harrison et Vasseur est sorti avec confiance dans le couloir chaotique. Il portait une lourde mallette en cuir et un sourire profondément satisfait et hautement victorieux. Il a complètement ignoré mon père hurlant et irrationnel. Il a complètement ignoré Marc et ma sœur en pleurs. Il a marché directement vers moi au milieu du couloir bondé, s'est arrêté respectueusement et a fermement tendu la main. Stratégie d'extraction numérique absolument brillante sur l'audit du serveur, patronne, a dit l'avocat d'élite très bien payé bruyamment, sa voix grave portant clairement sur le bruit incroyablement chaotique du couloir. Votre cabinet forensique privé a complètement fait économiser à notre client d'entreprise plus de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, nous envoyons formellement le chèque de provision finale massif directement à votre bureau cet après-midi. C'est toujours un honneur absolu de faire des affaires hautement confidentielles avec Bertrand Solutions Juridiques. Tout le couloir en marbre animé est devenu instantanément complètement, totalement mort et silencieux. Chloé a complètement arrêté de pleurer, son visage trempé de larmes figé dans un choc total absolu. Mon père a lentement abaissé son doigt tremblant et en colère, sa bouche tombant grande ouverte alors que sa réalité minuscule et fragile se brisait complètement en 1 million de morceaux tranchants. Marc a complètement arrêté de faire les 100 pas, son téléphone portable coûteux a littéralement glissé de sa main moite et s'est écrasé bruyamment sur le sol en marbre dur. Toute son arrogance des grandes écoles, toute sa supériorité sur mesure très coûteuse, s'est simplement évaporée complètement. Ton cabinet, a bégayé Marc faiblement, me fixant directement avec des yeux incroyablement écarquillés et terrifiés. Réalisant complètement pour la toute première fois qu'il avait passé les 3 dernières années à se moquer brutalement de la PDG très puissante du meilleur cabinet de criminalistique numérique absolue de tout le pays. J'ai regardé calmement mon père profondément stupéfait et entièrement silencieux. Puis j'ai regardé ma sœur totalement détruite. Et enfin, j'ai regardé directement dans les yeux profondément terrifiés de son mari incroyablement arrogant. Je ne suis absolument pas votre petite vache à lait pathétique, ai-je dit, ma voix incroyablement calme, parfaitement stable et totalement impossible à ignorer pour aucun d'entre eux. Je ne suis pas resté là à attendre une seule excuse pathétique. Je savais absolument avec une certitude totale qu'il n'y en aurait jamais de toute façon. Ils étaient bien trop profondément empoisonnés par leur propre arrogance massive et imposante pour admettre jamais qu'ils avaient complètement tort sur toute mon existence. J'ai simplement ramassé mon porte-document en cuir noir, tourné complètement le dos à la famille hautement toxique qui avait agressivement essayé de m'effacer violemment, et je suis sorti avec confiance directement par les lourdes portes en verre du palais de justice. Je suis sorti dans l'air vif et glacial de Paris, j'ai glissé confortablement sur la banquette arrière silencieuse de ma voiture noire privée qui m'attendait, et j'ai demandé à mon chauffeur de me ramener à mon bureau. J'avais un empire d'entreprise massif et très prospère à gérer avec confiance, et je n'avais officiellement absolument plus aucun poids mort qui me retenait. Les retombées dévastatrices absolues du désastre judiciaire sont arrivées exactement comme un train de marchandises massif et lent au cours des 6 mois incroyablement chaotiques suivants.
Je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour détruire complètement aucun d'entre eux. Je n'ai pas eu à chercher une vengeance active ou à crier ou hurler. Je suis juste restée assise tranquillement dans mon beau bureau en verre hautement sécurisé à la défense et j'ai regardé les conséquences inflexibles absolues de leur propre arrogance massive démanteler systématiquement toute leur vie incroyablement privilégiée, morceau par morceau brisé. Le tout premier domino massif à tomber complètement a été Marc. Le cabinet d'avocats d'affaires incroyablement prestigieux pour lequel il travaillait était absolument furieux de l'échec judiciaire hautement public et incroyablement humiliant. Marc essayait désespérément de devenir associé senior cette même année, mais ses directeurs généraux riches l'ont immédiatement convoqué dans une salle de conférence hautement sécurisée dès le lendemain matin. Ils l'ont complètement dépouillé de tous ses comptes d'entreprise majeures. Ils lui ont explicitement dit que son échec massif à superviser correctement sa propre femme associée était une responsabilité juridique impardonnable qui endommageait gravement la réputation incroyablement précieuse de tout leur cabinet. Marc a fait exactement ce que les hommes incroyablement égoïstes et hautement arrogants font toujours lorsque leur style de vie confortable et riche est gravement menacé par quelqu'un d'autre. Il a complètement tourné le dos à Chloé. Moins de 48 heures après le procès désastreux, Marc a emballé agressivement tous ses costumes italiens sur mesure coûteux et a déménagé entièrement de leurs pantoufles de luxe massif à Paris. Il a officiellement déposé une demande de divorce hautement contestée et incroyablement amère à la toute fin de cette même semaine. Il a absolument refusé de lui payer une quelconque pension alimentaire, affirmant agressivement que sa négligence professionnelle grave lui avait directement causé des dommages personnels et financiers massifs. Chloé a été soudainement laissée entièrement seule dans un appartement de luxe incroyablement cher et complètement vide qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre de continuer à payer sans son salaire d'entreprise massif. Le deuxième coup massif et incroyablement dévastateur est venu directement du Conseil de l'Ordre. La juge Valérie Rostand a absolument tenu sa promesse terrifiante et intransigeante faite au tribunal. Elle a formellement soumis un rapport judiciaire très détaillé et incroyablement brutal décrivant l'échec éthique massif de Chloé à authentifier correctement des preuves d'entreprise fabriquées. Chloé a été officiellement convoquée à une audience disciplinaire obligatoire et hautement publique devant un panel d'experts juridiques extrêmement chevronnés. Elle a désespérément essayé de pleurer et de jouer agressivement la victime innocente et confuse, exactement comme elle le faisait toujours avec succès chez nos parents. Elle a bruyamment blâmé son riche client immobilier de l'avoir délibérément trompé. Elle a blâmé avec colère Marc de ne pas l'avoir aidé légalement à examiner les documents numériques hautement complexes. Elle a même essayé de me blâmer agressivement de l'avoir délibérément et malicieusement piégé dans un tribunal. Le conseil juridique hautement expérimenté ne se souciait absolument pas de ces larmes pathétiques lourdement pratiquées. Ils ont regardé directement les preuves de métadonnées numériques indéniables que mon cabinet privé avait extraites complètement légalement et ils ont officiellement et définitivement révoqué sa licence juridique très prestigieuse. Son éducation juridique massive et très coûteuse, l'éducation exacte que mes parents cruels avaient sacrifiée avec force en coupant mon propre diplôme pour la soutenir financièrement, était maintenant complètement, totalement sans valeur. Chloé était officiellement une ancienne avocate publiquement disgraciée avec absolument zéro revenu personnel, une dette de carte de crédit de luxe massive et croissante, et une humiliation professionnelle hautement publique. Cela signifiait qu'aucun cabinet d'avocats d'affaires réputé dans tout le pays ne l'embaucherait jamais, même pour répondre à leur téléphone à l'accueil. Mais l'effondrement financier le plus satisfaisant et incroyablement poétique appartenait entièrement à mes parents incroyablement cruels et hautement arrogants. J'ai utilisé mon vaste réseau d'entreprises professionnelles pour effectuer discrètement une vérification d'antécédents complètement légale et très approfondie sur leurs actifs financiers actuels. Ce que j'ai trouvé profondément enfoui dans les registres bancaires publics était complètement pathétique et incroyablement prévisible. Mon père arrogant avait secrètement contracté une deuxième hypothèque massive et très risquée sur la belle propriété familiale de Neuilly juste pour financer les frais de scolarité astronomique de l'école de droit de Chloé. Ses cours préparatoires privés très coûteux et son mariage somptueux et incroyablement inutile au crayon. Il avait traité aveuglément toute sa carrière juridique exactement comme un billet de loterie gagnant garanti, s'attendant pleinement et avec arrogance à ce qu'elle le rembourse finalement au décuple une fois qu'elle deviendrait officiellement une associée d'entreprise riche dans un cabinet parisien massif. Mais avec Chloé officiellement radiée en permanence et traversant un divorce coûteux et très amer, les paiements hypothécaires mensuels massifs ont complètement cessé d'arriver. Exactement 4 mois après le procès fédéral désastreux, la Banque nationale massive a officiellement lancé une procédure de saisie formelle sur leur belle propriété parfaitement entretenue à Neuilly. L'homme incroyablement fier et hautement arrogant qui m'avait explicitement regardé droit dans les yeux et m'avait appelé une vache à lait inutile et pathétique était maintenant complètement légalement en faillite.
J'ai conduit ma nouvelle voiture noire privée devant le quartier massif de Neuilly un dimanche après-midi calme juste pour vérifier complètement la vérité absolue par moi-même. J'ai vu un camion de déménagement commercial bon marché garé directement dans la longue allée en pierre. J'ai vu mes parents profondément épuisés et très stressés porter personnellement des boîtes en carton bon marché hors de la porte d'entrée massive en acajou parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'embaucher légalement des déménageurs professionnels. La belle cuisine en marbre italien importé où ils avaient joyeusement bu du champagne millésimé et complètement détruit toute mon éducation universitaire appartenait maintenant officiellement entièrement à la banque. Chloé avait été expulsée de force de son Pantouse de luxe et vivait actuellement de retour à la maison avec eux, profondément amère, criant constamment et complètement piégés dans un cauchemar financier massif entièrement de leur propre fabrication collective. Ma mère a réellement essayé de m'appeler exactement une fois pendant leur effondrement financier massif et hautement public. J'étais assise confortablement dans mon bureau d'angle privé surplombant la belle ligne d'horizon étendue de Paris quand mon téléphone portable personnel a soudainement vibré bruyamment sur mon bureau en acajou. J'ai vu son numéro de téléphone très familier clignoter vivement sur l'écran lumineux. Je n'ai pas refusé l'appel entrant. Je l'ai simplement laissé aller directement sur ma messagerie vocale d'entreprise hautement sécurisée pour pouvoir enregistrer légalement exactement ce qu'elle voulait dire désespérément. Elle a laissé un message vocal de 3 minutes très frénétique et incroyablement désespéré. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir forcé agressivement à abandonner mon université. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir traité exactement comme une esclave financière absolue pendant des années. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir humilié publiquement à la table des prestataires lors du mariage extravagant. Elle a juste complètement sauté tous ces abus émotionnels massifs et indéniables et est allée directement à mendier désespérément mon argent durement gagné. Elle m'a dit frénétiquement à travers des sanglots forts et lourds qu'ils étaient sur le point de perdre officiellement la belle maison familiale au profit de la banque agressive. Elle a explicitement exigé que je vire immédiatement exactement 200 000 € sur leur compte bancaire personnel pour sauver légalement le fier nom de famille. Elle a réellement eu l'audace absolue incroyable et totalement aveuglante de me rappeler avec force que la famille loyale se soutient toujours violemment en temps de crise financière profonde. J'ai écouté tout le message vocal pathétique et hautement délirant en sirotant lentement une tasse de café torréfié très cher. Puis je me suis calmement penché en avant et j'ai appuyé sur le bouton de suppression numérique sur mon écran d'ordinateur. Je ne l'ai pas rappelé pour discuter ou crier. Je ne lui ai pas envoyé un seul euro solitaire de mes comptes d'entreprise massifs. J'ai simplement complètement bloqué son numéro de téléphone, bloqué le numéro de téléphone de mon père et bloqué le numéro de téléphone de ma sœur disgraciée. J'ai ensuite officiellement demandé au bureau de sécurité lourd et hautement armé du hall d'entrée de mon immeuble d'entreprise de leur refuser définitivement toute entrée physique s'ils se présentaient désespérément sans invitation. Ils avaient exigé agressivement que je construise complètement indépendamment ma propre vie à partir de zéro absolu. Ils m'avaient explicitement dit que j'étais totalement seul. Alors, j'ai fait exactement ce qu'ils m'avaient fièrement demandé de faire. J'ai construit un empire numérique incroyablement puissant et très lucratif entièrement sans leur aide. Et je l'ai intentionnellement construit avec des murs incroyablement hauts et hautement sécurisés qu'ils ne pourraient jamais escalader. J'ai actuellement 28 ans. Bertrand Solutions Juridiques a récemment signé un contrat de conseil incroyablement massif et hautement exclusif avec le gouvernement pour enquêter agressivement sur la fraude d'entreprises très complexe. Je possède complètement un magnifique Pantouse de luxe très moderne surplombant les arbres verts du parc Monceau. Je ne travaille plus des doubles quarts épuisants et hautement dégradants dans des brasseries bon marché et graisseuses. Je ne sens plus le café brûlé et la javel industrielle dure. Je ne passe plus mon temps très précieux et incroyablement cher à essayer désespérément de gagner l'approbation impossible de personnes toxiques qui sont absolument engagées à mal comprendre profondément ma valeur massive absolue. J'ai finalement appris exactement la même leçon massive et très précieuse que les avocats d'affaires très prospères passent des décennies à essayer de maîtriser parfaitement. Vous ne gagnez jamais réellement une dispute massive en criant simplement le plus fort dans une pièce bondée. Vous ne gagnez jamais en mendiant désespérément le respect humain de base de personnes incroyablement toxiques et hautement narcissiques qui refusent absolument de vous voir. Vous gagnez exclusivement en rassemblant tranquillement la vérité indéniable absolue, en construisant patiemment votre levier financier et professionnel indéniable dans l'ombre sombre. Et en laissant finalement l'arithmétique brutale et inflexible de la dure réalité faire absolument tout le gros travail pour vous. Mes parents hautement arrogants ont parié agressivement toute leur vie financière sur ce qu'ils pensaient aveuglément être le cheval gagnant ultime garanti. Ils n'ont juste jamais réellement réalisé qu'ils se tenaient entièrement du mauvais côté de la piste. Je veux vous laisser avec 5 vérités absolues que j'ai apprises en survivant et en démantelant complètement ma famille hautement toxique. Leçon 1.
Le sang n'est absolument pas un contrat inconditionnel pour le respect. Juste parce que des gens vous ont mis au monde ne leur donne pas le droit indéniable de détruire complètement le vôtre. Vous avez toujours le droit de vous éloigner d'une maison en feu, même si votre propre famille est celle qui tient fièrement les allumettes. Leçon 2, le silence est une arme incroyablement dangereuse lorsqu'il est utilisé correctement. Pendant que les gens hautement arrogants sont occupés à se vanter bruyamment à quiconque veut bien l'entendre, vous devriez rassembler tranquillement les faits indéniables. La personne la plus bruyante dans la pièce est presque toujours la plus faible. Leçon 3, le vrai pouvoir n'a jamais besoin d'un public tape à accent grave l'œil. Ma sœur avait désespérément besoin d'une salle de bal massive et de costumes de créateurs coûteux pour se sentir importante. J'ai construit un empire d'entreprise de plusieurs millions d'euros en portant un pull bon marché dans un sous-sol glacial. Construisez votre fondation massive dans le noir où personne ne peut activement vous saboter. Leçon 4, n'essayez jamais indéfiniment de sauver les gens des conséquences dévastatrices de leur propre arrogance aveuglante. Je leur ai explicitement offert la vérité complète sur ce porche en bois. Ils l'ont violemment rejeté. Laisser l'arithmétique inflexible de la réalité écraser enfin leurs égos massifs n'était pas une vengeance. C'était juste la justice naturelle. Leçon 5. Votre valeur inhérente absolue n'est jamais déterminée par une chronologie traditionnelle ou un morceau de papier très cher. Abandonner la fac a été la meilleure chose absolue qui me soit jamais arrivée parce que cela m'a forcé à apprendre intimement la vraie mécanique du monde au lieu de simplement lire à ce sujet. Chat. I have no idea like where these guys are. I'm telling you now, you boys ain't leaving here. I see one. We got one more, Charles. Look at the birds. Go that way. Okay. Like, bro, how the fuck do these guys hide? Hey, I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Dumped his gear? Keep searching. He's around here somewhere. You see anything? What the hell? Where did this guy come from? He's mine! Let me take him. You get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Holy. We got fucking outflanked there. Oh my god. Money. I know. I'm a fool. Shit. Thank you. The gunshots are coming from that barn. Come on. Just you wait. Come on, you bastard. He's backing off inside. Get after him.
Let's go back for Trelawney. You all right? Yeah, Okay. never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery fella. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. All right, let me see here. Can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Rare rolling block rifle. Agents and bounty hunters to us. I hope you're right. Hold on, hold on. Oh man, I don't want to give this up. No, 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 I don't, chat. What the fuck? Do I have to? Okay, okay, hold on, hold on. Give me a second. Come towards me, boy. There you are. All right. All right, stay there. Stay there. What's going on, Greasy, the legend? How are we doing? How are we doing, my man? Coming in with the fucking banging tunes. How are we? I'm doing well, Greasy. I'm living life. Better question yet. Bro, how the fuck are you still awake? Are you not dead tired from today? I thought your bedtime was much earlier than this, you know? But I appreciate you stopping by as always. Much love, dude. Much love to you. Come on, pal. I'm doing fantastic, man. Trelawney, where are you? Over here, dear boy. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Bro is dying. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Very nice, chat. We got the rare gun. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Damn, we just had a philosophical moment there. We were yapping about that philosophy real good. Okay, let me pause the game really quickly here. Most definitely, you like to stretch your days on the weekend? That's fair, that's fair. Yeah, man, I was glad to catch you this morning, Greasy. You know, I saw that you were streaming extra long. I think you stayed up until, you were up until like 8 or 9 a.m. doing your morning stream.
and I was like, oh shit, okay, he's putting in the work. I appreciate it. And yeah, I'm not surprised that, you know, I didn't see you go live this afternoon at all. I mean, you had a long morning stream, so I totally understand it, totally get it, you know. But yeah. Always glad to see you live. Always glad to see you gaming. But yeah. Ah, there we go. I don't know if they mix necessarily, but I'll make it work. I will make it work because I gotta show love and support to the homies. You know, I can't be missing streams and whatnot, you know? But yeah, I hope you're having a blast with Pragmata. That game, I've heard a lot of positivity about it. It seems like, you know, everyone who plays that game, they really enjoy it. You know, I actually did watch, I think it was yesterday or maybe the day before. I was watching another streamer, a big streamer who was playing Pragmata, and you know, they actually finished Pragmata. They got to the very end of it, and